Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique C'est Net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos contributions et vos commentaires. Au menu cette semaine, les musées à l'heure du web 2.0. Appli mobile, visites virtuelles, réseaux sociaux, comment le numérique transforme le rapport des musées à leur public? C'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre Polyclic, le portrait numérique d'un politique. Aujourd'hui, la sénatrice UMP, Fabienne Keller. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et de l'actu passé au scanner par Marie Brémond. Attaque en règle sur Twitter et c'est la préfecture de Moselle qui en est la cible. Des élèves se sont déchaînés sur le compte officiel, des gazouillis plus ou moins sympathiques. Tout est parti de ce message, les bus scolaires circuleront bien et ce malgré la neige. Face à l'avalanche de réactions, la préfecture a réagi avec flegme et courtoisie. Face aux attaques, petite leçon d'éducation. Et puisque de plus en plus d'institutions se mettent à réseauter, la préfecture de police de Paris, qui s'était aussi mise sur Twitter, a carrément sorti son guide des bonnes pratiques à l'usage de ses employés. Respect, confidentialité, responsabilité, afin d'éviter tout dérapage. C'est bien gentil d'aimer toute la terre, de partir en voyage humanitaire. Tout ça ne sert à rien si tu vas pas à la messe. Bougez-vous les fesses pour aller à la messe. C'est le credo de Philippe Arinaud, chrétien décomplexé et homosexuel assumé, opposant au mariage pour tous. Avec ce clip déjanté, il a une idée en tête, donner une image plus moderne et plus décalée de la religion. C'est donc une tendance qui se confirme. Les cathos veulent montrer qu'ils ont de l'humour. Pour preuve, c'était il y a quelques semaines sur le net, le Catho Style est né. This is Catho Style. Catho Style. Together we feel like summer. We roll the world. Hey, open your heart. Hey, welcome to This is Catho Style. De plus en plus de voix catho émergent sur le net qui se jouent des clichés. L'abbé Grosjean, prêtre versaillais, est devenu l'homme à suivre sur Twitter. Très actif, il n'hésite pas à interpeller les journalistes pour faire part de son opposition au mariage gay. Le curé, version 2.0. À l'heure des 50 ans du traité de l'Élysée, l'amitié franco-allemande passait au crible sur Twitter, soit la cartographie des comportements des politiques français et allemands sur le net. Premier constat, les politiques en France gazouillent bien plus que leurs homologues allemands. 91% des ministres du gouvernement Hérault sont présents sur Twitter, contre 44% des ministres du gouvernement Merkel. Et sur Twitter, le dialogue franco-allemand est très limité. Les Allemands parlent peu de nous et vice-versa. Par exemple, sur les 100 derniers tweets du gouvernement français, seuls 19 évoquent nos voisins d'outre-Rhin. Peut donc mieux faire, plus de tweets pour réchauffer la relation franco-allemande. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Sophie Flouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la toute nouvelle rédactrice en chef de Beaux-Arts, rédactrice en chef adjointe de Beaux-Arts Magazine, dont le dernier numéro est consacré à la folie des nouveaux musées. Bienvenue. Aude Maté, bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Getty Images, mais surtout commercial, mais surtout, et c'est pour ça qu'on vous a invité, vous tenez un blog qui s'appelle Culture et Communication et qui s'intéresse à la communication en matière muséale. Et vous avez aussi écrit Le musée virtuel, les nouveaux enjeux aux éditions Le Manuscrit. Enfin, Sébastien Magro, bonjour. Vous êtes responsable nouveaux médias au musée du Quai Branly. Vous tenez également un blog
sociologue et vous faites partie de plusieurs communautés comme Muséomix ou Muséonum qui rassemblent les professionnels du numérique dans les musées. Exactement. Bienvenue. Aude Maté, je vais commencer par vous. Une réaction à cette revue du web et notamment à la préfecture de Moselle qui a donc été prise à partie sur Twitter. Est-ce que l'institution a eu la bonne réaction ? Alors, savoir s'ils ont eu la bonne réaction, oui. De toute façon, je pense que Sébastien pourra mieux en parler que moi. Il est important de garder un ton assez décalé et flegmatique quand on a des attaques comme celle-ci. En tout cas, ce qui est bien, il faut saluer leur présence sur les réseaux sociaux. Oui, c'est plutôt nouveau. Alors Sébastien Magro, comment éviter le bad buzz, c'est-à-dire ne pas réagir de manière trop épidermique ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, en effet, la préfecture de Moselle est présente sur Twitter, mais en plus, ils ont accompagné et répondu à ces messages qui étaient parfois négatifs et parfois un peu virulents, voire violents. Il me semble important en community management de pouvoir répondre aux messages même quand ils sont négatifs. Ça vous arrive, vous, oui, vous éduquez Branly, vous avez des messages violents aussi ? Non, pas à ce point-là, en fait. Les musées, de manière générale, bénéficient d'une aura très positive et d'une image très positive donc auprès du public. Donc c'est plus cool pour vous, en gros. Globalement, oui, plutôt. Ça gazouille au Sénat à l'image de Fabienne Keller, la sénatrice du Haut-Rhin qui utilise à plein les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Polyclick brosse aujourd'hui le portrait de Fabienne Keller, sénatrice UMP. Sur Internet, je vais chercher des infos, des revues de presse. J'utilise évidemment, comme tout le monde, beaucoup la messagerie. Et puis j'aime bien les réseaux sociaux aussi, que j'ai découvert il y a 2 ans à peu près. Facebook, très régulièrement pour donner des nouvelles sur ce que je fais. Ça permet de rester en lien avec mon actualité, qui souvent est mobile géographiquement. Et Twitter, quand je trouve qu'une info est un peu percutante, souvent je réplique le message Facebook sur Twitter. Mais pas pour tout, que pour un petit peu les pointes, mes engagements politiques, ce qui me semble le plus saillant. Alors là, par exemple, il y a un message que j'ai laissé sonner. Voilà. Et il faut que je monte en commission des finances. Pardon. Je travaille très bien sur les réseaux sociaux avec mes collaborateurs et parfois, souvent je fais les tweets directement ou les Facebook. Puis parfois je doute. Donc je leur envoie la proposition de tweet ou de post et une fois sur 4 ou 5 ils me disent non. C'est pas une bonne idée parce que c'est vrai qu'on est dans sa bulle devant son écran et le risque de ne pas être compris en fait existe. Donc ça peut m'aider d'avoir des personnes qui sont en dehors du champ, qui relisent. Voilà. Ça m'arrive, oui, au moment d'événements importants en séance. Je trouve que c'est l'aspect inside de cet outil. Ça me permet aussi de mieux raconter en fait ce que je fais quand je suis à Paris, c'est-à-dire loin de mes électeurs, loin des personnes auxquelles je dois rendre compte. Je pense que c'est une manière de montrer la politique autrement, peut-être avec plus de conviction, parce que le texte court impose aussi de dire les choses clairement, mais évidemment, il faut éviter les excès. Il faut éviter de se faire prendre parfois dans un cercle infernal hein, de tweets échangés. Oh, plutôt geek. Vous faites figure d'exception au Sénat quand même. Oh, on est quelques-uns, peut-être quelques-unes d'ailleurs. Je me demande si c'est pas un trait un peu féminin. On a obtenu le Wi-Fi il y a quelques années. Et puis nous tweetons. Non, je pense que nous sommes un groupe assez tonique. Et puis on s'encourage, on se donne des trucs aussi. Sébastien Magro, une réaction à l'utilisation des réseaux par la sénatrice Fabienne Keller. Je trouve qu'elle a l'air d'avoir une utilisation très raisonnée. Elle travaille en concertation avec ses équipes et elle a une utilisation assez enthousiaste aussi. Donc je pense que c'est plutôt positif. Sophie Non, mais Floguet. justement, c'est un point assez intéressant, c'est que finalement, on a l'impression que Twitter, c'est très informel. Or, on se rend compte dans ce que dit cette sénatrice que les tweets sont relus, sont contrôlés. Donc, c'est vraiment quand même une manière de communiquer, mais différemment. Et le fait qu'elle tweete en séance publique, le fait qu'on ait accès finalement à ce qui se passe des débats parlementaires, ça vous semble une bonne initiative ? Oui, moi je pense que c'est une bonne initiative. À partir du moment où les débats sont publics et peuvent être révélés au public, il n'y a aucun souci. À titre d'exemple, moi j'ai bien tweeté pendant la soutenance de thèse de mon frère, un exemple, pour partager à ses amis ce qui se passait avec un hashtag spécifique.
Place maintenant au club des gazouilleurs, site internet, visite virtuelle, numérisation des œuvres. Depuis plusieurs années, les musées font leur révolution numérique. Mais avec l'explosion des réseaux sociaux et de l'internet mobile, le musée 2.0 ouvre son champ des possibles. Quelles sont les dernières innovations technologiques? En quoi les nouveaux outils modifient la relation à l'œuvre? Quels usages pour quel public? Le musée virtuel en question, c'est le débat du club des gazouilleurs. Contrairement aux idées reçues, les musées français, Sophie Flouquet, sont entrés dans le numérique depuis une vingtaine d'années. Selon une enquête du Club Innovation et Culture France, 81% des lieux culturels importants ont un site internet, 45% sont présents sur les réseaux sociaux. Le musée 2.0, c'est une réalité aujourd'hui? Ah oui, c'est une réalité et qui ne fait qu'évoluer encore très rapidement. Ça fait plutôt une quinzaine d'années, je dirais que les musées ont vraiment... Voilà, on franchit le pas. Non, tout simplement parce qu'il faut peut-être revenir en arrière. Il y a eu quand même au départ une phase d'interrogation des musées, comme d'une manière générale de toutes les institutions par rapport à Internet. Beaucoup se sont posé la question, est-ce que de trop se montrer sur Internet, est-ce qu'on va continuer à donner envie au public de venir au musée? Ça a été un petit peu faire une concurrence. Voilà, il y a eu quand même beaucoup d'interrogations au départ sur ce point et progressivement les barrières se sont levées, tout simplement. C'est un petit peu comme dans l'histoire des médias en général. On sait qu'un média, finalement, l'apparition d'un nouveau média n'a jamais fait totalement disparaître un autre média. Et là, c'est un petit peu la même chose. Ça vient se juxtaposer. Et au contraire, les musées ont une solide culture en la matière et développent plus que des sites internet qui seraient des aides à l'information pour faire venir. Il y a vraiment maintenant la volonté de proposer des ressources différentes qui sont complémentaires de ce que l'on peut voir au musée. Alors, si on se focalise tout d'abord sur les sites internet des musées, à quoi ils ressemblent aujourd'hui? C'est pas juste de l'information, j'imagine, Aude Maté? Non, ils essaient de partager leurs collections, ils essaient de partager du contenu autour des collections, des contenus accessibles. De plus en plus, ils essaient aussi d'être accessibles aux personnes handicapées, en tout cas pour les grands musées. Le but étant de créer une relation avec le public. Et c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a à la fois la peur des musées de dire on va perdre au niveau de notre contenu, la relation des publics, mais aussi l'émergence de la communication, qui au départ, les musées étaient assez frileux à cette émergence de communication et marketing. Et alors Sébastien, si on prend l'exemple du musée du Quai Branly, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site internet, Sur le site internet du musée, on va trouver énormément d'informations pratiques, en effet, ça c'est sûr, pour pouvoir préparer sa visite. Ensuite, on va trouver un certain nombre de compléments autour de la visite, la possibilité d'explorer les collections pour se familiariser, découvrir les chefs-d'œuvre notamment, et puis un ensemble de contenus pédagogiques aussi, de médiation, qui permettent à des publics jeunes, des publics enseignants, des publics scolaires, des publics familiaux, de préparer leur visite aussi également. Il y a justement un établissement qui a franchi un pas là, très important en la matière, c'est le Centre Pompidou, qui s'est lancé depuis plusieurs mois dans la constitution, c'est très lourd, très compliqué, mais d'un véritable musée virtuel. Donc ça, c'est intéressant parce que ça signifie que cet établissement n'a pas peur de vider son bâtiment, son site de ses visiteurs. Il offre quasiment la totalité de ses ressources maintenant sur Internet, c'est-à-dire la possibilité de voir les œuvres, mais aussi de consulter des dossiers documentaires, tout ce qui existe autour des œuvres. Et même les œuvres qui sont en réserve, puisqu'on sait qu'il y a moult œuvres en réserve que d'habitude le public ne peut pas voir, si ce n'est à l'occasion d'expositions. Donc ça, c'est véritablement l'avenir. En même temps, c'est un coût très important pour les musées. À terme, il serait évidemment souhaitable que tous puissent le faire, mais il faudra des investissements importants, d'autant plus si vous me permettez, l'initiative du Centre Pompidou est intéressante puisque ça lui permet de maîtriser véritablement la numérisation de son contenu. Alors avec 10 millions de visiteurs en 2012, le Louvre occupe la première place des musées en termes de fréquentation. Engagé dans le numérique depuis 1995, le Louvre en ligne poursuit sa mue avec un nouveau site et des nouveaux dispositifs, dont les consoles 3DS qui ont remplacé il y a un an les anciens audioguides. Le Louvre numérique, un reportage de Marie Brémaud. Ils sont de plus en plus nombreux à arpenter les couloirs du musée du Louvre, un casque sur les oreilles et une Nintendo 3DS dans la main. Au musée désormais, le monde virtuel et le monde réel cohabitent.
L'audioguide à l'ère du numérique. On est vraiment sur un audioguide, mais avec la possibilité de se repérer très facilement dans le musée, d'avoir aussi des images en haute définition ou des 3D qui permettent de voir des détails de certaines œuvres qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc ça, c'est vraiment une des forces du numérique au musée. La Vénus de Milo, une femme à moitié nue, les jambes couvertes d'un drapé, le visage impassible, les cheveux retenus par un chignon et les bras absents. Un service proposé depuis 8 mois. Résultat, les amateurs d'art sont 2 fois plus nombreux à découvrir les œuvres, audioguide à l'appui. Mais la révolution numérique engagée par le Louvre depuis 2006 va bien au-delà. Pour le tout récent département des arts de l'islam, les écrans et les tables numériques accompagnent le visiteur. On a une implantation massive de numérique dans les espaces, dans tout le parcours de l'exposition. Et on voit en particulier dans ces nouveaux espaces l'intérêt des visiteurs pour les programmes qui sont proposés, le désir de comprendre le contexte, d'où viennent les œuvres, comment elles sont arrivées au musée, mais aussi de découvrir des nouvelles techniques issues des arts de l'islam. Site internet relooké, applications pour smartphone, Nintendo 3DS, autant d'initiatives digitales qui ont pour objectif d'ouvrir un peu plus encore les portes du musée. L'entrée du numérique au musée, c'est d'amener également des nouveaux visiteurs à venir au musée. Et ce qu'on voit déjà, c'est l'interaction que cela génère entre les générations. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment un enfant, avec sa console de jeu, va montrer à ses parents telle ou telle chose sur une œuvre. Et voilà, ça amène un dialogue autour des œuvres d'art. 5000 ans d'histoire sous les ors du Palais du Louvre à l'ère du numérique, ou comment rendre plus accessible et moins intimidant les chefs-d'œuvre d'un autre temps. Aude Maté, quel est l'apport de la DS? On a l'impression, en regardant ça comme ça, que c'est un peu gadget. On peut le penser, mais en fait l'intérêt c'est que c'est vraiment un outil complémentaire, en tout cas à mon sens, même s'il est en location. On n'est pas loin de la réalité augmentée dans ce type d'outils. La réalité augmentée, est-ce que vous pouvez expliquer? Vous êtes face à la Vénus de Milo, imaginons, et là vous avez un smartphone et vous passez votre téléphone comme ça, et là vous voyez par exemple la Vénus de Milo dans son environnement à l'époque. Ça pourrait être de la réalité augmentée. Là, on n'en est pas loin parce que justement, on montre la Vénus de Milo dans un espace virtuel, on donne des contenus complémentaires. Et l'intérêt surtout de cet outil-là, c'est pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir d'application parce qu'elles n'ont pas de smartphone. Et ça donne une nouvelle intimité à l'œuvre, Sophie Flouquet. Oui, est-ce que ça n'enlève pas une part de mystère finalement? Alors après, la question est, est-ce que le visiteur reste collé à son écran ou est-ce qu'il va véritablement regarder l'œuvre? Bon, ça c'est effectivement un débat qui peut exister. Sébastien Magro, vous, le numérique a été intégré dès la conception du musée du Quai Branly. Quels sont les axes stratégiques dans ce domaine du musée? Il y a la possibilité d'explorer et d'apporter du complément d'information par des courts sujets vidéo, par des bornes interactives, par des points sonores aussi qui vont apporter la possibilité d'explorer les collections immatérielles, par exemple, qui ne sont pas montrées, qui ne peuvent pas être montrées parce que c'est des enregistrements sonores, par exemple. Donc pour le musée, il y a cette volonté d'apporter des contenus en plus, en fait des contenus supplémentaires qui vont travailler sur la médiation, aider le public et le visiteur à se repérer, à comprendre les œuvres, à comprendre leur contexte de création, leur contexte d'utilisation. Donc on vient compléter en fait l'expérience du visiteur avec l'ensemble des dispositifs. Très bien. Et alors, on le disait un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas que les grands musées, les grands sites du patrimoine qui proposent une autre façon d'appréhender les œuvres. Google s'est aussi lancé dans la bataille avec Google Art Project en 2011. C'est 32 000 œuvres qui sont visibles sur le net en accès gratuit. Alors, il y a 6 lieux en France qui sont partenaires. Il y a Versailles, vous aussi, vous en faites partie, le Quai Branly, Orsay. Concrètement, qu'est-ce qui est possible pour quelqu'un qui ne connaît pas ce projet de Google Art Project? On zoome dans les œuvres. À quoi on a accès? On a accès à beaucoup d'œuvres de façon générique. Toutes les œuvres ne sont pas numérisées en 3D, donc on ne peut pas forcément zoomer sur toutes les œuvres présentées. Et on peut avoir accès, selon les œuvres et selon les musées, à des contenus complémentaires qui expliquent l'œuvre. Malheureusement, même si le site est en plusieurs langues, je crois qu'il a plus de 10 langues différentes, souvent les contenus sont dans la langue originale du musée, donc
quand vous parlez anglais, ça correspond très bien. Quand vous parlez français aussi. Mais voilà, dès qu'on arrive sur des musées un peu étrangers, on est vite polyglotte. Faut être très polyglotte. C'est vrai que ça devient vite complexe. Et avec ce projet, Sophie Flouquet, donc Google devient un concurrent pour les institutions concurrents, muséales? pas forcément, puisque là, celles qui sont partenaires l'ont choisi, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais celles qui ne sont pas partenaires. Hein. Certaines ont fait le choix. Ça pose toute la difficulté de est-ce que les musées veulent garder la main sur la numérisation et la présentation au public via le numérique, Internet de leur collection. Là, Google arrive, signe des partenariats, hein, mais c'est le choix de Google, c'est le regard de Google sur ce musée finalement qui est proposé. Donc Google va déjà vers les plus grands musées du monde, choisit les œuvres qui lui paraissent les plus importantes à montrer. Donc voilà, et son objectif, c'est quoi? Son objectif à terme est probablement commercial. C'est une entreprise privée. Parce qu'il prétend contribuer, et j'imagine qu'il le fait quand même, à la vulgarisation culturelle et du patrimoine. Mais il le fait avec son propre œil, si vous voulez. C'est le regard de Google sur certains musées. Voilà. Alors, juste pour nuancer un petit peu votre propos, en fait, Google, pour nous, en tout cas, nous a laissé la liberté de choisir intégralement les œuvres qu'on souhaitait mettre en avant. Donc, il n'y a pas véritablement de regard de Google de ce côté-là. Et comment c'est reçu ça par les conservateurs, par le monde En fait, je crois personnellement que cette expérience-là ne remplacera jamais l'expérience de confrontation véritablement à l'œuvre. Par exemple, si je prends nos collections, on a quand même beaucoup de collections qui sont basées sur des composants organiques. En fait, hein. Il y a des choses avec des cheveux, il y a des choses avec des os. Donc il y a des choses qui ont une présence physique en fait, qui peuvent parfois même avoir une odeur en fait, une taille notamment qui est importante. On n'a pas encore l'odeur. Donc voilà, mais ça va venir. Hein, mais c'est possible, mais c'est des éléments qui sont importants en fait dans la confrontation à l'œuvre en fait. Donc c'est la même chose que une photographie dans un livre en fait. On remplacera jamais la véritable expérience d'être face à l'œuvre physiquement, de voir si c'est une toute petite bague ou si c'est un tableau qui fait 4 mètres sur 4. Et alors passons maintenant, parce que le temps passe vite, au participatif qui s'invite aussi dans les musées avec l'explosion des réseaux sociaux. En quoi ça modifie le rôle du spectateur, du visiteur, Aude Mathé? Disons que sur Twitter, c'est plus du partage d'infos, c'est beaucoup de veille, ou alors, comme Sébastien le fait de façon remarquable avec 10 personnes qui viennent au musée, c'est pas mal des échanges assez courts. Sur Facebook, on essaie de construire un environnement qui est plus accessible aussi à sa communauté, avec des contenus, des images, etc. Puis après, il y a tous les environnements différents à côté. Tumblr, au Château de Versailles, il fait quelque chose de magnifique. C'était pour une exposition sur les toilettes de Marie-Antoinette. Je ne sais plus si c'était au Grand ou au Petit Trianon. Et ils avaient fait un Tumblr où les participants... Donc un Tumblr, c'est une plateforme de blog. C'est une plateforme de blog sur lesquelles on laisse beaucoup la place à l'image. Et des personnes comme vous et moi qui aimaient la mode pouvaient se prendre en photo à la mode du 18e. Donc ça fait un bon buzz autour du Château de Versailles. Et alors vous, Sébastien Magro, vous gérez d'ailleurs les communautés sur les réseaux sociaux. Ça sert à quoi finalement? Que nous soyons présents ou non, les visiteurs vont parler de nous en fait, sur Facebook ou sur Twitter, avec leurs amis, avec leurs contacts. Donc autant y être pour savoir ce qui est dit déjà, pour accompagner ce propos aussi et pour apporter aussi de l'information et des contenus supplémentaires aux visiteurs. Les visiteurs génèrent eux-mêmes spontanément des contenus assez conséquents. Ils prennent beaucoup de photos, ils prennent des vidéos, ils peuvent enregistrer même des pistes sonores. Donc ils vont aussi partager sur leur blog par exemple ou sur Facebook leurs avis en fait de manière plus structurée sur une exposition. Donc pour nous c'est la possibilité d'accompagner tout ça, de travailler sur la médiation en apportant de l'information, en apportant de l'interprétation. Est-ce qu'on peut imaginer, et peut-être ça a été fait, hein, une exposition finalement conçue entre l'institution muséale et avec les internautes et les visiteurs, quelque chose de collaboratif? Il y a le Centre Pompidou virtuel donc, qui a fait un partenariat avec Wikipédia pour que les internautes rédigent avec les équipes du musée les notices des œuvres. Ça c'est quand même assez révolutionnaire. Oui, c'est une dimension participative assez nouvelle. Je pense que ça relève justement de la volonté de faire tomber un petit peu les frontières quand même qui persistent entre le musée et l'institution muséale qui reste quand même encore impressionnante pour une partie du public. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils deviennent acteurs et qu'ils conçoivent Ce seront des opérations plus ponctuelles à mon avis. Sébastien Magro. C'est compliqué à mettre en œuvre. J'en suis pas sûr. En fait, c'est sûr qu'en France on n'y est pas encore. Ouais. Ça fait aucun doute. À l'étranger, ça émerge. Il y a eu des expériences. À l'étranger, il y a eu des expériences bien sûr en Amérique du Nord, à New York notamment. Le Brooklyn Museum a un travail vraiment avec sa communauté. Bon,
c'est aussi propre au musée qui travaille sur Brooklyn, donc c'est le cœur du sujet du musée, mais il travaille vraiment depuis longtemps sur l'intégration et l'implication du visiteur en fait. Et donc du coup, même en Grande-Bretagne, il commence à y avoir des expériences assez intéressantes de co-création d'expositions, où le visiteur va proposer ou choisir une partie des œuvres qui vont être exposées. Et en France, donc on n'est pas prêt, on est en retard un peu. Ça se fait doucement, mais j'ai envie de dire. C'est des questions d'école muséale aussi. On n'est pas vraiment sur la même approche de l'institution, pas la même approche de l'œuvre d'art, pas la même approche de l'histoire de l'art. Donc je pense que c'est des choses qui vont évoluer aussi, qui prennent un peu de ça va se faire quand même vous le sentez, dans les années à venir, en conclusion, puisque là on n'a plus beaucoup de temps. Ça peut, ça se développera, mais on arrivera peut-être finalement à concrétiser cette idée chère à Malraux de musée imaginaire, c'est-à-dire un musée qu'on peut constituer, lui le faisait par le biais des livres, mais constituer son propre musée à partir des œuvres qu'on a choisies. Finalement, ça participe de la même idée. Finalement, c'est une idée assez ancienne. Un dernier mot, un musée virtuel ou un site de musée, une appli à nous conseiller? Une appli sympa qui vient de sortir, Artio, est pas mal. Ça vous permet de prendre des photos, donc sauf dans certains musées, d'œuvres et de musées, avec la reconnaissance visuelle et de rajouter ses contenus, de les partager avec son petit réseau, etc. De faire des jeux concours, de gagner des places. C'est un réseau social dédié en fait. C'est une sorte réseau social, une sorte d'appli qui sert aussi de réseau social, ouais, tout à fait. Un petit conseil? Moi, je vous propose de suivre le hashtag jour de fermeture, qui permet de suivre les coulisses des musées le lundi et le mardi, chez un grand nombre de musées à la fois français et même francophones. Donc vous racontez ce qui se passe en fait, les jours de fermeture, il se passe quoi alors? On parle des coulisses, on parle des montages expos, des montages, un petit tour dans les réserves par exemple. Voilà. Mille merci d'être venu sur ce plateau. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude. Alors qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus? Alors ce qui a fait débat, c'est le mariage pour les homosexuels. Le sujet a mollement démarré et puis les débats se sont intensifiés et même radicalisés à partir des premières manifestations, et notamment celle du 18 novembre. Alors les échanges sont vifs, on l'imagine, mais est-ce qu'ils sont constructifs? Pas vraiment, parce qu'en fait les débats se situent sur le terrain de l'affect, de l'intime et pas vraiment du rationnel. Même les experts, des psychiatres par exemple, n'arrivent pas à s'entendre. Du coup, il n'y a pas d'arbitre. Résultat, chacun se sent agressé et du coup les soutiens du mariage pour tous estiment que les antis sont homophobes, tandis que les anti, eux, se sentent pas écoutés. Du coup, chacun reste campé sur ses positions, c'est le statu quo et finalement il n'y a pas vraiment de débat. Alors en même temps, Aude, Le Plus, ça appartient au Nouvel Observateur qui a pris parti en faveur du mariage pour tous. Du coup, les opposants doivent se sentir un peu minoritaires. On comprend qu'ils ne soient pas tellement à l'aise finalement sur Le Plus. Vous avez raison, même si Le Plus c'est un espace d'opinion pluriel, a priori le terrain n'est pas conquis et du coup c'est tout à leur honneur de venir débattre ici. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer la structuration de leur mouvement sur le web parallèlement à la structure de leur mouvement dans la vie physique, si on peut dire, avec notamment la mise sur pied des manifs pour tous. À bien des égards, d'ailleurs, la communauté des antis peut rappeler la communauté des frontistes, notamment pendant la campagne présidentielle. Si on regarde la communauté des antis et la communauté des frontistes, les deux, ce sont deux communautés qui se sentent exclues du débat public, pas assez écoutées, et ce sont deux communautés qui sont très actives sur le web et qui répètent à l'envi des éléments de langage extrêmement bien maîtrisés pour ne pas tomber sous le coup de la censure. Et même au niveau de leur icône, Brigitte Bardot, on peut voir quelques parallèles avec Marine Le Pen. Comme Marine Le Pen, c'est un personnage qui est relativement accessible, souriant, qui a l'air simple et qui est surtout beaucoup plus moderne que les anciens et plus radicaux, en apparence en tout cas, que sont Christine Boutin et Jean-Marie Le Pen. Toutefois, le parallèle a quand même une limite, Aude, parce que Brigitte Bardot, finalement, n'a que peu de légitimité. On peut même dire qu'elle n'en a quasiment aucune, puisque sa légitimité, elle la doit, parce que c'est une bonne cliente pour les journalistes, elle a toujours la petite phrase qu'il faut, et puis en plus, elle a le soutien de l'Église catholique. Alors du coup, sur le terrain de la communication, ça reste quand même un très joli coup, elle a notamment été reçue par François Hollande. Reste à voir si sur le terrain des idées, ça va suivre, et vu les sondages, c'est pas encore gagné. Affaire à suivre. Merci beaucoup Aude Baron. C'est le clap de fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir La Politique c'est net en VOD, réagir et commenter sur publicsénat.fr, Twitter et Facebook. Merci aux équipes de Public Sénat, Laura Nelkabache et Florian Cazzola. À très vite pour un nouveau numéro de La Politique c'est net.